Ce voyage a réellement commencé en traversant le pont de Normandie. Venir en Bretagne, c'était comme un retour sur mon enfance, mais avec plus d'exigence et de discernement. Pas seulement sur l'enfance d'ailleurs, mais aux racines de notre culture, de notre civilisation. Qu'est-ce qui nous relie au passé? Que nous apprend-il sur ce que nous vivons aujourd'hui? Une question qui trouve ses réponses entre la légende et l'histoire. Auparavant, il faut que je vous présente le Tipeee. Il est notre garantie d'indépendance. À deux, on y vit très bien, avec tout ce qu'il faut. Cuisine et frigo, douche et toilettes sèches, table et couchette. Idéal pour le voyage en parfaite autonomie. L'entrée en Bretagne trouve son symbole dans le mont Saint-Michel, un îlot rocheux qui défie les grandes marées, le temps et l'histoire. À l'origine, il est breton. Et oui, il devient normand au Xe siècle. Une petite querelle toujours en cours. Étape sur le pèlerinage de Compostelle, sous la protection de l'archange, on y parle pourtant de Nostradamus, d'alchimie, de mages et de fées. Le mont Saint-Michel, la frontière du mystère. Les moutons présalés de la lande côtière veillent maintenant sur les secrets qui s'y murmurent encore. Je reviens à ma question du début. Qu'est-ce qui, dans ce voyage de Bretagne, nous relie au passé? Pour cela, il me faut entrer dans la préhistoire et la sédentarisation de l'homme. On sait qu'il y a 500 000 ans, Homo erectus résidait déjà sur les côtes de Bretagne. Peut-être était-il l'ancêtre de Néandertal? Il y a près de 50 000 ans, Homo sapiens, appelé parfois Cro-Magnon, aborde l'Europe. Il se mélange, puis supplante Néandertal. Cette période voit fleurir les splendides fresques de la grotte Chauvet en Ardèche, peintes il y a 36 000 ans, et 12 000 ans plus tard, celles de Lascaux en Dordogne. Beaucoup sur la faune de l'époque, ça oui, mais l'homme lui-même reste un parfait inconnu. Il a fallu imaginer. Au 6e et 5e millénaire, venus de l'Anatolie, à la fois par la mer et par la terre, de nouveaux migrants s'installent de chaque côté de la Manche. Ces colons, arrivés avec céréales et bétail, sont à l'origine de la fameuse révolution néolithique. Homo sapiens passe alors du nomadisme à la sédentarité. De chasseur-cueilleur, il devient agriculteur-éleveur. Il abandonne une économie de collecte pour une économie agraire de production, céréales et légumineuses essentiellement. La fertilité de la terre, l'abondance qu'elle offre, est vénérée, des cultes qui renvoient à celui de la déesse mère initiale.
Ce néolithique est le grand tournant de l'histoire humaine. Dès ce moment, l'homme s'installe comme maître de la nature. Il apprivoise l'eau et la forêt. Il modifie le paysage. Il domestique flore et faune de son choix. Il fait aussi davantage d'enfants. Les villages se peuplent de plus en plus, les cultures s'étendent et doivent s'éloigner des villes, ce qui oblige à encore plus de travail et de soins. Homo sapiens applique alors une loi nouvelle qui existe toujours, nourriture contre travail. Car il faut défricher, labourer, moissonner, récolter, surveiller le bétail, stocker et garder les réserves, ces nouvelles richesses. Du coup, une hiérarchie s'installe, des chefs, des soldats, des riches et des pauvres. On se trouve ici, au point de départ de notre modèle de société, de notre culture. Au nord de l'Écosse, le village de Skarabrae précise l'importance d'une vie communautaire et culturelle au premier temps du néolithique. Il est l'un des plus anciens témoins de la sédentarisation d'Homo sapiens, habité de moins 3002 à moins 2005. Et pourtant, village déserté, abandonné d'un seul coup. Peut-être un problème de climat, ou une réquisition de main-d'œuvre, par exemple pour construire d'autres villages, ou dresser les mégalithes. On ne sait pas si l'homme a d'abord planté des pierres ou semé du blé. Mais on sait qu'il a passé du temps pour édifier et dresser ces mégalithes sur les hauteurs du paysage. Une architecture certes rudimentaire, mais impressionnante, inventive et réfléchie. Quels sont ces monuments ? D'abord, le menhir, en breton, menhir, pierre dressée, un rocher plus haut que large, érigé dans le sol. Sert-il de pierre funéraire, de totem phallique, de borne territoriale, de lieu de culte ou de réunion? Certains menhirs seront christianisés par la suite, l'autorité religieuse y voyant des symboles païens. Le cromlech est un ensemble de menhirs disposés en ligne, comme des tombes de cimetière, ou rangés en cercle, ou encore en rectangle. Le plus célèbre cromlech aligné est Karnak. Nous irons plus tard. Le dolmen, table de pierre en breton, est une plateforme ou table déposée sur des roches dressées. Plusieurs dolmens en enfilade forment une allée couverte. Sous une butte de terre, c'est un tumulus, et sous une structure de pierre, c'est un cairn. À quoi pouvaient servir ces mégalithes ?
Les cromlechs alignés sont orientés, c'est certain. Mais sur quoi? Et pourquoi? Calendrier solaire ou lunaire? Peut-être lié à l'agriculture? Des pierres tombales? Des bornes de crémation? Ou de rites de fertilité? Un exemple, les rangées de l'Agadjar. Elles s'orientent, semble-t-il, sur la constellation du Taureau et sur les Pléiades. On a mentionné également un lever de soleil au solstice d'hiver. Pour certains cromlechs, des alignements sur des courants telluriques liés au magnétisme terrestre ont aussi été suggérés. Pour le tumulus et le cairn, on connaît leur finalité. Il s'agit le plus souvent d'une sépulture, parfois collective, parfois même à plusieurs chambres funéraires. Ainsi, le cairn de Barnenay, le plus grand mausolée d'Europe, possède 11 chambres. De plus, il est 2000 ans plus vieux que la première pyramide d'Égypte. La forme allongée des cairns fait penser à un bateau retourné, à cette idée, assez commune plus tard, d'un vaisseau funéraire destiné au grand voyage. Dans la sépulture, des bijoux, de la vaisselle, divers objets et des gravures indéchiffrées. Les sites du néolithique partagent une même logique, une cohérence commune encore inexpliquée. Des filiations complexes unissent ces monuments, mais plus que cela, ils s'en trouvent un peu partout, pas seulement en Europe, mais au Proche-Orient, en Afrique, en Asie. C'est loin d'être une petite chose anodine. Il existe réellement une civilisation des mégalithes. Ils sont les témoins de la plus étonnante mutation de l'histoire humaine, ce fameux néolithique qui raconte la sédentarisation et la collectivisation basée sur une économie agraire, qui parle de l'ensevelissement des défunts, de rituels et des cultes que l'on découvre depuis peu. Une mutation qui s'étale en gros sur 3000 ans et dont nous sommes les héritiers. Revenons au présent. Aurais-je osé parler de Bretagne sans mentionner les fruits de mer et les huîtres, le cidre de pomme, les galettes ou les crêpes? Ou cette spécialité de sucre et de beurre, le Quingman de Douarnenez? Les huîtres, nous les consommons surtout aux périodes de fête. Mais saviez-vous que 50% des huîtres en grande surface sont dites triploïdes, c'est-à-dire rendues génétiquement stériles et cultivées en milieu fermé? L'ostréiculteur de Bretagne, par contre, travaille encore l'huître diploïde, née en pleine mer et cultivée dans le rythme des marées et des saisons. Un savoir-faire manuel au contact de la nature et du vivant. Peut-être l'avez-vous déjà expérimenté, les meilleures huîtres se dégustent en bord de mer et en saison, de septembre à avril. À Cancale, la dégustation se fait sur la jetée, achat direct au producteur local. Aliment savoureux de la mer,
L'huître est un excellent stimulant de la libido et favorise la fertilité. Plus le numéro est élevé, plus l'huître est petite et on suppose meilleure. Pour moi, ce sera 12 creuses, numéro 3 ou 4, sur lit de varech, pain, beurre et blanc sec. Je vous remercie. Au marché de Lannion, Pauline confectionne des galettes pour ce midi. Des fines couches de pâte de ce blé noir appelé sarrasin. La galette est plutôt pour le salé et la crêpe de froment ou de blé convient mieux au sucré. Alors s'il vous plaît, une galette de Saint-Jacques en plat, une crêpe caramel en beurre salé comme dessert et une bonne bolée de cidre brut. Ça c'est l'extra brut, c'est le plus sec. Ce que je vous disais tout à l'heure, c'est qu'il a fermenté très lentement, celui-là c'est un peu la cuvée haut de gamme. Heureusement pour ma ligne, ce voyage bretonnant n'est pas que gastronomique. Se balader sur la jetée des ports de mer ou dans les vieux villages oblige à l'exercice physique. Il me revient alors des souvenirs de films de cap et d'épée, les rivalités entre la France et l'Angleterre, ou de vieilles chansons de marins. Cependant, il me semble plus important de préserver dans la mémoire des hommes ce qui a fait notre histoire. Et c'est bien l'idée de ce film. Les premiers témoins de ce que nous appelons la culture occidentale sont les sites de Karnak, Gavrinis, Stonehenge, Avebury. La densité en mégalithes a de quoi surprendre. Elle est effarante. Une civilisation plus ancienne que les pyramides d'Égypte. Voyons les témoins les plus remarquables. À tout seigneur, tout honneur, Karnak, le plus grand site mégalithique au monde, 3000 menhirs dressés entre 6005 et 4000 ans d'ici. Des rangées parallèles sur 4 km. Une légende les identifie comme une légion de Romains pétrifiés par saint Cornélie. Fake news déjà, au premier temps de christianisme. Les alignements de Kerzero seraient l'avant-garde de ces Romains. Kerzero est le second site en importance du Morbihan. Ici se déclinent des théories sur le pouvoir énergétique des pierres, et il n'est pas rare, aujourd'hui encore, d'y rencontrer un sourcier avec ses baguettes, pratiquant un rituel de radiesthésie. Plus à l'intérieur du pays, les 440 menhirs de Monteneuf se répartissent sur 7 rangées orientées est-ouest. Au Moyen-Âge, les autorités religieuses, y voyant des symboles païens, ordonnèrent qu'ils soient tous renversés. Quelques géants se cachent encore dans les bois de Monteneuf. Des fouilles sont en cours afin de sauvegarder cet héritage vieux de 250 générations. Goumana, oui. Donc c'est la découverte de Goumana qui date de -3000 avant Jésus-Christ. Elle était autrefois couverte d'un dôme de terre, d'un tel, et elle servait de site funéraire avec une entrée principale par le nord, ici, avec un pilier là qui rétrécit l'entrée.
et on allait jusqu'au fond de l'allée. La sépulture de Comana est célèbre pour l'ornementation qui se devine sur les piliers. Ces deux pointes-là sont les seins de la déesse mère. Donc ça, c'est une hache qui date donc du néolithique, avec le manche ici, et tout le corps de la hache là. Au solstice d'hiver, le soleil se lève pile dans l'axe du plus énorme dolmen de France. Ici aussi, la légende s'en mêle. Des fées menées par Viviane l'auraient édifié en une seule nuit, d'où son nom de roche aux fées. Je m'inquiète davantage du projet d'y installer un son et lumière. Ne peut-on respecter nos ancêtres sans qu'une foule vienne piétiner leur tombeau ? À côté du cairn de Locmariaquer, gît le menhir le plus grand d'Europe. Il fait plus de 20 mètres mais brisé en 3 morceaux. À l'intérieur de ces 3 cairns du Morbihan, les parois gravées se révèlent remarquables. Des signes abstraits, peu identifiables, des courbes serpentiformes, des spirales concentriques. Un décor qui interpelle aussi sur l'entourage marin. Quel message pour l'au-delà devait véhiculer ces motifs ? En tout cas, on peut présumer sans équivoque d'une croyance en une autre vie. Plusieurs de tous ces sites remarquables de Bretagne sont aisément accessibles au départ de la GR 34, autrement nommé Sentier des Douaniers. Il est la star des grandes randonnées de France. 2000 km de littoral breton entre le mont Saint-Michel et Saint-Nazaire. Ce sentier des douaniers traverse la côte de granit rose, des amas chaotiques qui développent l'imagination. Nous sommes en Armor, cette Bretagne de la mer et du vent qui a donné son nom à l'Armorique. À voir parfois la colère des vagues, on comprend mieux pourquoi on parle ici de Finistère, la fin de la terre. Les éléments sont en toute grande forme. Les rafales de l'ouest soufflent leur saveur marine. Elles balayent la lande, repoussent le promeneur dans la bruyère, s'attaquent à la presqu'île pour l'obliger à reculer. Sur le sentier, des tours de guet, des cours de garde, des bâtisses de brigade. Mais pourquoi des douaniers ? Eh bien, parce qu'ils surveillaient les naufrageurs, le pillage des épaves, l'entrée de produits anglo-hollandais
et en général la contrebande par la mer. Par exemple, les trafiquants du sel pour échapper à la gabelle, la taxe sur ce produit destiné à la conservation des aliments. Un sel maintenant de renommée internationale. Parcourir ce sentier, c'est aussi découvrir les villes souvent fortifiées qui ont fait l'histoire et la richesse des armateurs de Bretagne. Chateaubriand, le poète, et Surcouf, le corsaire, sont tous deux natifs de Saint-Malo. Sponsorisé par le roi de France, le navire d'un corsaire était armé pour la course, très différent de la piraterie et de la flibuste. Ici, prise et bénéfices étaient partagés entre le roi et l'équipage. Un officier anglais interpelle Surcouf. Vous, les Français, vous vous battez pour l'argent, nous, c'est pour l'honneur. Et Surcouf de répondre « Monsieur, chacun se bat pour ce qui lui manque. » Saint-Malo, c'est aussi le départ de la course du Rhum. La sagesse locale l'affirme, toutes les routes mènent au Rhum. En Cornouailles anglaise, le littoral sud-ouest subit la fureur de l'océan. Il a remodelé la côte d'escarpements, de falaises et de parois qui permettent quelques superbes balades aventureuses. Mais cette côte raconte aussi une autre histoire. La série télévisée Paul d'Arc donne une assez bonne idée de ce qu'était le travail dans les mines d'étain et de cuivre en Cornouailles. Une exploitation qui remonte à la plus haute antiquité. D'ici, Phéniciens et Romains les exportaient déjà vers la Méditerranée. Creusées dans la falaise, les mines aboutissaient parfois 60 mètres sous la mer, ce qui justifie ces hautes cheminées destinées à l'arrivée d'air frais. Il faut imaginer le danger, le grisou, la chaleur, l'humidité, le risque d'inondation. Les cieux, assez versatiles, déchirent ou atténuent le paysage. Les flots modifient les reliefs. Impossible de se lasser. Face aux éléments, il me prend l'envie de respirer à plein poumon, de braver ce déchaînement qu'aucun marin n'a jamais réussi à dompter. Restons sur l'île de Bretagne, mais remontons le temps. Vieux de 4300 ans, le cairn de Clavat est à la fois un observatoire solaire et une sépulture. Il s'oriente sur le soleil couchant du solstice d'hiver, la nuit la plus longue, ce qui est le cas de beaucoup de structures néolithiques d'ailleurs.
Également fréquente la symbolique du cercle, les plus hautes pierres levées au sud, les plus petites au nord. Orientation solaire encore. Pour tous les peuples et sous toutes les latitudes, le soleil demeure le chrono idéal. Le cercle parfait de Brodgar comporte 27 monolithes sur les 60 dressés à l'origine. Entouré d'un fossé, ce cercle a pu servir de calendrier ou d'observatoire astronomique, à relier à des activités d'agriculture et de mesure du temps. Tout ici témoigne d'une société organisée et mystique. L'homme avait déjà des certitudes sur ce qu'il veut, ce qu'il croit et où il va. Dans le sud de l'Angleterre, cette fois, le plus vaste cromlech d'Europe encercle le village d'Avebury. Entouré d'un fossé profond, ce cercle fait 420 mètres de diamètre. En réalité, plusieurs cercles imbriqués les uns dans les autres. Bien que plus ancien et plus étendu, Avebury n'atteint pas la réputation mondiale de Stonehenge, 40 km plus au sud. Car tout le monde connaît Stonehenge, en tout cas de nom. Mais connaître ses secrets, on en est loin. Le mystère résiste aux hommes. À quoi ce casse-tête de pierre pouvait-il bien servir ? Immense, impassible, solitaire mais puissant sur la plaine de Salisbury, Stonehenge surgit tel un observatoire du temps et de l'espace. Une tour de guet sur l'univers, le témoignage d'un passé prestigieux, le vestige d'une géographie sacrée. Un monument qui règne sur des levées et couchers de soleil, sur des phases de lune, des éclipses. La lune surtout, sans doute, source de bien de légendes et de croyances. La pratique agricole nécessite de connaître, au fil des jours et des saisons, les parcours du soleil, ce qui donne un calendrier et la mesure du temps. Pour naviguer et pêcher aussi, il fallait savoir lire le ciel et les climats favorables, prévoir les grandes marées, qui dépendent, elles aussi, de la lune et du soleil. Mais fallait-il vraiment une telle sophistication ? Construit en hauteur, visible de loin, Stonehenge est-il un repère, un jalon, un lieu de rencontre, de culte ou d'obsèques ? On en sait encore si peu. Ces mégalithes ont été appelés à tort les pierres des druides. Mais dressés au moins 1000 ans avant l'arrivée des Celtes, les druides n'y sont pour rien. Et ce, malgré la légende qui prétend que Merlin, le druide du roi Arthur, aurait apporté ici les pierres depuis le pays de Galles. Mais qui donc était cet emblématique roi Arthur ? A-t-il seulement existé ? Voyons d'abord le contexte historique. Rappelez-vous ces migrations au 5e millénaire vers l'Europe, de populations qui vont dresser les mégalithes, une période appelée néolithique, qu'il ne faut ni idéaliser ni négliger. Outre l'agriculture et l'élevage,
Elle amène un essor démographique, l'urbanisation des habitats, une alimentation modifiée, de l'artisanat et des formes d'art, des outils nouveaux et le travail moderne. Apparaît aussi la primauté de l'économie, les hiérarchies sociales, les religions, les royaumes, les empires, les conquêtes et les guerres. Peuple de guerriers indo-européens, les Celtes arrivent en Bretagne au IXe siècle avant notre ère, le début de l'âge du fer. Ils se mélangent et remplacent les peuples des mégalithes. Mais leur expansion sera stoppée par l'entrée en scène de l'Empire romain. Les Celtes du continent émigrent en face chez leurs cousins. Jules César traverse aussi la Manche. Il espère conquérir toute l'Angleterre, mais il échouera. Au Ve siècle de notre ère, cette fois, sous la pression des Angles et des Saxons venus du nord-ouest, les Romains retournent chez eux, anticipant la chute de Rome. Les Celtes britons de Grande-Bretagne résistent un temps, puis reviennent vers l'Armorique. En partie christianisés, ils emmènent avec eux un clergé missionnaire. De ceux-là viennent les noms de Saint-Malo, Saint-Brieuc, Saint-Paul de Léon, et les origines définitivement celtes de la petite Bretagne. Mais la question reste posée. Cette grande légende du roi Arthur, qui, dit-on, résista aussi aux Saxons, n'est-elle pas simplement liée à ces migrations ? Supposé être né en 475, Arthur aura connu la fin de la période gallo-romaine. Il a 21 ans lorsque Clovis, roi des Francs, qui ne sont pas des Celtes, se fait baptiser. Fallait-il dès lors s'inventer un chef charismatique et guerrier pour unir les Celtes à cette époque ? La légende d'Arthur proprement dite commence au château de Tintagel, sur la côte des Cornouailles, son lieu de naissance présumé. À peine né, il est enlevé et caché par Merlin. Merlin, c'est l'enchanteur, le devin, le druide, qui devient par la suite le conseiller et le protecteur d'Arthur. Dans la réalité, la construction de Tintagel date du Moyen Âge, a priori rien à voir avec Arthur, même si de fouilles récentes ont mis à jour un lieu d'habitation plus ancien, peut-être un monastère ou une résidence princière. Il n'empêche, pour les Anglais c'est clair, Arthur est né là. Révélé par l'épreuve de l'épée magique Excalibur, Arthur règne depuis le château de Camelot, avec pour but de contrer l'invasion des Saxons, il fédère l'ensemble des peuples celtes. Et sous le nom de Table ronde, il réunit quelques fiers et vaillants chevaliers. Il leur confie la quête ultime, la recherche du Graal, le calice de la dernière scène qui aurait recueilli le sang du Christ sur la croix. Ah, ça fera plein d'aventures, plein de batailles. Lors de son dernier combat, blessé à mort par son fils Mordred, Arthur est enterré par sa demi-sœur Morgane sur l'île d'Avalon, d'où il ressuscitera, dit-on, le jour où les Bretons auront besoin de lui. Excalibur, Table ronde, Saint Graal, des objets importants de la légende, ils servent à cristalliser le récit autour de motifs concrets. En réalité, ils seront ajoutés au Moyen Âge au fur et à mesure des versions. La recette de la légende arthurienne, assez simple. Une dose
de vérité historique, une dose de chevalerie sans peur ni reproche, une dose d'amour courtois mais contrarié, le tout assaisonné de magie et de merveilleux. Mais, bien différent des contes d'enfants, où tout est bien qui finit bien, ici, chaque fois, une vraie tragédie. L'impossible amour de Tristan et Iseux, c'est ici aussi. La mort de tous les chevaliers, la fin de la table ronde, et puis Arthur lui-même, fils adultérin, trahi par son ami Lancelot, trompé par sa femme Guenièvre, tué par son fils Mordred. Peut-être vaudrait-il mieux que la légende reste dans les brumes de Bretagne.